avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Vous connaissez la célèbre formule « L'État a le monopole de la violence ». Nous sommes évidemment marqués depuis maintenant des mois par des manifestations. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe, l'irruption des Black Blocs, mais même dans des registres tout à fait différents, qui sont ceux des faits divers. Eh bien, il y a quelques jours, le braquage dont a été l'objet Bernard Tapie. Strictement, on ne peut pas comparer toutes les violences. Ce serait absurde et ces amalgames seraient même nauséabonds. Mais Pascal Bruckner, je suis ravi de vous recevoir parce qu'il faut quand même réfléchir à ce que d'un point de vue, j'allais dire, des textes, de la philosophie, de la réflexion, à quoi correspond fondamentalement cette violence. Est-ce qu'on doit l'assimiler à un problème social qui finalement régirait toutes les sociétés depuis leur existence, ou est-ce que c'est quelque chose de tout à fait particulier, c'est-à-dire quelque chose qui émanerait au fond des... Alors je vais simplifier, être un peu caricatural, mais c'est social ou c'est le mal, la violence? C'est un peu ça le problème qu'on peut se poser. Alors il faut peut-être repartir du début, c'est-à-dire la manière dont on explique le mal. Et je crois que nous vivons aujourd'hui sous l'égide de Jean-Jacques Rousseau, qui expliquait que l'homme sort pur des mains de la nature, mais est corrompu par la société. Et toute la sociologie contemporaine, notamment depuis Pierre Bourdieu, s'est appuyée sur ce thème pour dire que toute forme de violence, qu'elle soit une violence de délinquant, une violence sociale, a son origine dans les inégalités de la société, et que par conséquent, c'est la société qu'il faut changer, et non pas les individus qui, eux, pris isolément, sont exempts de toute faute. Alors à partir de ce type de raisonnement, on glisse évidemment très vite vers une culture de l'excuse, qui est aujourd'hui prédominante, parce qu'on vous explique que tous les types de violences, des attentats jusqu'aux agressions privées comme celle dont vous parliez, dont a été victime Bernard Tapie, sont motivées fondamentalement par une injustice. Et s'il y a une injustice, la faute bascule sur la société, sur l'ordre, sur le système, et non pas sur les personnes qui certes ont commis des actes condamnables, mais doivent être en quelque sorte innocentées de leurs actes. Quand on lit les journaux, on a souvent vu des déclarations d'un sociologue assez connu qui s'appelle Laurent Micheli, qui justement, lui, représente un peu cette tendance que vous venez de décrire, celle des post-Bourdieu, en expliquant qu'il n'y a pas de violence, qu'on est tout le temps dans un contexte social. Mais il n'y a pas que Rousseau. Donc, quels sont ceux aussi qui ont réfléchi à ce sujet et qui donnent une version totalement différente? Le plus grand, c'est René Girard, qui a montré comment la violence originelle pouvait être... Donc la violence et le sacré. La violence et le sacré, ou Freud, avec sa théorie de la sublimation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là sont plutôt... ils n'ont pas vraiment voix au chapitre médiatique, mais les théoriciens de l'excuse de la violence sont prédominants à gauche et à l'extrême gauche, et dans un certain nombre de journaux, parce qu'effectivement, face à l'irruption de la brutalité, il y a une telle stupéfaction qu'on cherche toujours la cause. Quelle est la cause? Et la cause ne peut pas être dans la personne, c'est la société elle-même qui est violente, et nous vivons dans la société la plus violente du monde. On est allé, vous citiez Laurent Micheli, mais lui est allé jusqu'à excuser, ou en tout cas expliquer les attentats. Parce que on peut dire qu'il y a trois types de violence aujourd'hui en France. Il y a la violence vénale, celle des gangs, celle des bandits, qui est un amour de la vitesse. Quand, par exemple, on pénètre chez un particulier et qu'on le frappe, qu'on le tabasse pour demander où est le coffre, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, il faut recourir aux moyens les plus extrêmes pour avoir la réponse, tout en évitant, évidemment, de tuer. Il y a la violence des gangs, qui est une violence d'exhibition. C'est-à-dire, on doit payer sa personne pour prouver qu'on est digne d'entrer dans ce gang, et alors il faut tabasser d'autres gens ou se faire tabasser soi-même, voire, comme dans le cas des narcotrafiquants d'Amérique latine, tuer quelqu'un pour en quelque sorte avoir son baccalauréat C'est donc une violence qui est une sorte de religion athée, quoi. Oui, c'est une religion athée. Et puis il y a la violence djihadiste, et c'est ça. Je crois que quand vous vous inquiétez du retour de la violence, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu en France. Il y a toujours eu des violences, notamment à l'époque où le Parti communiste était très très puissant. Le serviteur de la CGT s'affrontait avec la police, il y avait des morts parfois, mais c'était une violence canalisée par un discours politique. Avec la violence djihadiste,
Charlie Hebdo, l'hypercachère, le 13 novembre, Samuel Paty, on est là dans un type de radicalité qui évidemment amène en quelque sorte Daesh à la maison. C'est comme si on était en Syrie ou en Irak et que au moindre faux pas, au moindre mot, vous êtes menacé de décapitation. Et donc là, c'est un stade supérieur, et c'est là la différence entre l'ultra-gauche, vous parliez des Black Blocs tout à l'heure, ou ceux qui se disent antifascistes, et les terroristes, c'est que les terroristes franchissent un pas supplémentaire. Eux, ils veulent tuer le maximum de gens parce que leur acte aura une valeur exemplaire. C'est la propagande par le fait, les djihadistes. Et donc, ils expliquent à tous les journalistes ou à tous les profs, si vous montrez une caricature de Mahomet ou si vous avez des propos critiques sur l'islam, voilà le sort qui vous attend. Pascal Bruckner, il y a deux registres. On va prendre des exemples qui sont simples. Beaucoup de gens considèrent, y compris des historiens très sérieux qui n'ont pas un goût pour la violence, que le basculement d'un régime, d'une société, s'accompagne forcément de violence. Le grand exemple, évidemment, pour nous, c'est la Révolution française. Pour les Russes, c'est la Révolution russe. Et pour d'autres pays, c'est d'autres types de révolutions. Et puis, vous avez aussi la version, j'allais dire, à la fois cinématographique et morale, qui est celle de Kubrick. C'est-à-dire, c'est Orange Mécanique. C'est-à-dire la violence pour la violence. C'est-à-dire celle, justement, qui est l'incarnation d'une sorte de mal, pas mal le mal, mais de mal individuel. Ce deuxième type de violence, vous avez évoqué René Girard et Freud, on n'en a pas suffisamment parlé, puisqu'on a beaucoup parlé de la première. Eux, que pensent-ils sur ce registre-là? C'est-à-dire que c'est cette violence qui provient justement d'un mal qui passe par l'individu. Il y a un moment où je pense qu'il y a une violence qui peut être constructrice quand on se bat pour obtenir le résultat d'une cause qu'on estime juste. À ce moment-là, on peut faire des grèves. Bon, la France est évidemment championne du monde de la grève. On peut faire des manifestations. On peut s'affronter avec la police. Mais ça, c'est une violence. Même une violence qu'on s'inflige, comme Navalny, par exemple, contre Poutine. Oui. Alors Navalny, c'est très russe parce qu'au fond, Navalny est prêt à mourir pour défendre sa cause. Et là, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas en France et qu'on ne trouve pas non plus. Je parlais du djihadiste. Le djihadiste est prêt à mourir, mais à condition de tuer beaucoup d'autres d'autres gens. Navalny, lui, il est prêt à mourir seul pour prouver qu'il résiste au tyran, au tsar, qui veut l'asservir et à travers lui asservir toute forme d'opposition. Mais la version Orange Mécanique, donc la version justement. Donc la version Orange Mécanique, alors pourquoi la violence nous fascine-t-elle tous? Parce qu'elle est l'occasion d'une jouissance inouïe, c'est-à-dire c'est la volupté de briser tous les tabous, d'enfreindre toutes les lois qui régissent l'humanité, en tuant, en frappant, en torturant. Et évidemment, c'est un motif artistique très fort. Vous avez parlé de Kubrick, on pourrait parler de Scorsese, de tous les films policiers. Et c'est ça, au fond, qui nous fascine. Et plus nous sommes civilisés, plus nous réfrénons notre violence intérieure, plus nous aimons regarder ou lire des thrillers, voir des films violents, ce qui est une manière symbolique d'assouvir cette pulsion, mais nous nous interdisons le passage à l'acte. Ce qui est inquiétant aujourd'hui en France, c'est que de plus en plus de groupes privés se permettent de passer à l'acte au nom d'idéologies plus ou moins fantaisistes et ne sont freinés par aucune espèce d'interdit lorsqu'il s'agit par exemple de frapper des policiers ou lorsqu'il s'agit d'attaquer une personne privée. Et c'est donc il y a une montée en France depuis une dizaine d'années de ce qu'on pourrait appeler une sauvagerie privée qui ne craint plus la loi et qui au contraire désigne la loi comme étant l'oppression maximale. Et puis cette affaire Tapie donc qui fait réagir encore beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce matin, on n'a absolument aucune indication dans les journaux sur évidemment le quatuor qui a organisé donc ce saucissonnage, comme on dit, le mot est absolument atroce. Je voulais terminer justement concernant la littérature, puisque vous aviez évoqué tout à l'heure le cinéma. C'est vrai que par exemple dans Stephen King, Misery, il y a aussi ce rapport entre un écrivain et une dame qui le sauve d'un accident au bord de la route et qui finalement l'enferme pour le torturer d'une certaine manière. Alors là, on est dans quoi? Dans la volonté d'exfiltrer la violence, de la sublimer.
ou de la mettre en scène. Enfin, c'est assez ambigu. Dans Misery? Ouais. Ah, mais Misery, c'est une idée géniale. Je dois dire que tout écrivain regrette de ne pas avoir eu cette idée-là. C'est l'idée, au fond, que les gens Avec James Caan, c'est Kathy Bates Voilà. au cinéma. L'écrivain a un accident et donc une infirmière à la retraite qui a l'air toute gentille le recueille chez lui, commence par le soigner, puis par le tabasser, puis par lui casser la jambe, puis c'est l'enfer. Alors, c'est l'enfer parce que c'est cette Et on en idée termine. très géniale que, enfin, mon avis, que tout adorateur peut se transformer en persécuteur. Et donc, Kathy Bates lit le manuscrit que cet écrivain, joué par James Caan, a dans son sac, et puis il a fait mourir le personnage préféré de Kathy Bates, et donc elle l'oblige à réécrire, et comme il s'y refuse, elle est prête à le tuer, tout simplement parce qu'elle préfère le héros imaginaire à l'écrivain réel. Et donc là, c'est justement ce rapport de sadisme qu'un fan peut exercer à l'endroit de son idole. Et ça, c'est une idée extraordinaire. Voilà, et donc nous avons un exemple célèbre dans ce domaine, c'est l'assassinat de John Lennon par celui qui fut son fan voilà. et qui l'a attendu au pied du Dakota Building. Merci de nous avoir aidé à réfléchir sur ces phénomènes multiples et variés qu'il ne faut pas tous assimiler au nom d'amalgame. Mais la violence est bien réelle dans la société d'aujourd'hui. 8h58, nous étions avec Pascal Bruckner.